Bonjour Olivier, désolé, nous regrettons que tu ne sois pas avec nous en présentiel, mais bon, l'actualité sociale est ainsi faite. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de nous apporter une nouvelle contribution à nos travaux. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui des luttes contre les racismes, les discriminations systémiques et le racisme d'État. Eh bien, écoute à toi, nous t'écoutons. Très bien, merci pour l'invitation. Je précise en effet que cette intervention fait suite à la publication d'un ouvrage que Omar Slaouti et moi-même avons dirigé, qui s'appelle Racisme de France, publié aux éditions La Découverte en 2020 et qui réunissait 24 contributions d'autrices et d'auteurs. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble, c'est évidemment impossible dans le temps qui nous est imparti. Je voudrais revenir tout d'abord en introduction, faire quelques remarques sur la situation politique qui me paraît être la nôtre et sur évidemment l'importance des racismes dans ce cadre-là. Et ensuite, relativement au racisme d'État, illustrer cela par deux exemples. Celui de la romanophobie républicaine et d'État. Je reviendrai sur son histoire et ses conséquences. Plus exactement. Et je finirai par quelques remarques très rapides, moins sur la catégorie d'islamophobie que sur les conséquences que cette islamophobie a désormais aujourd'hui, notamment en matière de droits et libertés fondamentaux, et plus spécifiquement en matière de liberté d'association. Tout d'abord, en guise d'introduction, il me semble nécessaire de rappeler oui, d'une certaine façon, de rappeler la situation qui est la nôtre. Jamais, au cours de ces dernières années, et au moins sous la Ve République, nous n'avons connu des extrêmes droites aussi fortes sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan culturel, qui ont réussi à imposer toute une série de termes, de catégories, de représentations forgées du côté de ces extrêmes droites et qui sont aujourd'hui partagées, faut-il le rappeler, par des partis de gouvernement. Je pense notamment aux Républicains, par un certain nombre de grandes figures médiatiques, je dis grandes eu égard à leur importance médiatique et à l'aura et l'influence qu'elles ont. Elles sont minuscules du point de vue de l'élaboration conceptuelle, mais leur influence est inversement proportionnelle à cela. Et ce à quoi je pense évidemment, c'est à la pseudo-catégorie de grand remplacement, dont il faut rappeler qu'elle a été forgée par un écrivain d'extrême droite et qu'elle est aujourd'hui hégémonique des extrêmes droites jusqu'au rassemblement, jusqu'aux républicains, pardon, ainsi que dans un certain nombre de médias et non des moindres. Pareillement, du côté des Républicains, mais pas uniquement, aussi du côté de la majorité présidentielle, celles et ceux qui s'inquiètent beaucoup de radicalisation d'une certaine religion témoignent à l'endroit d'un certain nombre de propositions et à l'endroit des propositions relatives aux émigrés et aux demandeurs d'asile, d'une radicalisation certaine. Je rappelle que Valérie Pécresse, en tant que candidate aux élections présidentielles dernières, défendait rien moins que cela, relativement aux demandes d'asile, proposait, alors même qu'elle s'apprêtait, pensait assumer les plus hautes fonctions, proposait que les demandes d'asile faites par les requérants, comme on dit, se fassent dans les pays d'origine. Ce qui, d'une part, est une proposition qui est le copier-coller de propositions formulées à l'extrême droite, et qui, si par malheur elles étaient un jour appliquées, entraînerait la destruction politique, juridique de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et déboucherait sur des catastrophes pour les demandeurs d'asile partout dans le monde. Et par ailleurs, les mêmes sont prêts à remettre ce qui est en cause, ce qui est là aussi et là encore un droit fondamental, à savoir le regroupement familial, désormais considéré comme faisant partie, entre guillemets, de ce qui relève des pompes aspirantes et favorise la poursuite d'une immigration prétendument incontrôlée.
ça ne concerne pas simplement les Républicains. Gérald Darmanin, le ministre très à droite dans tous les sens du terme de Jupiter, s'apprête à déposer un projet de loi, le énième projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile, qui va évidemment, là aussi et là encore, durcir les conditions d'arrivée sur le territoire français pour les migrants, comme on dit aujourd'hui, et rendre plus difficile les procédures relativement au droit d'asile. Je passe pas complètement sur le fait que nous sommes quasiment, sinon quotidiennement, au moins très couramment confrontés à des discours islamophobes, xénophobes, dans certains cas ouvertement racistes. Et force est de constater qu'il faudra un jour, me semble-t-il, et rapidement tirer le bilan, que de ce point de vue-là, je dis nous, c'est là que je m'inclus évidemment dans ce nous, le nous n'est pas là un nous de politesse, que les gauches politiques, syndicales et associatives tirent le bilan, hélas terrible, d'une part de la lutte contre les racismes et d'autre part de la lutte contre les extrêmes droites, dont à l'évidence une partie de ces luttes ont été hélas très sérieusement perdues eu égard à la situation. En ajoutant qu'il me semble, étant donné ce qui vient d'être dit, qu'il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de lutter contre les extrêmes droites, il s'agit aussi de lutter contre les partis de gouvernement qui ont repris à leur compte et placent désormais au plus haut de leur agenda politique des propositions qui sont directement des propositions issues de ces extrêmes droites. Relativement à un certain nombre de catégories qui, au sein des gauches politiques et des gauches syndicales et associatives, font débat, puisqu'il y a des divergences notables, et ces divergences qui sont des divergences d'analyse, des divergences conceptuelles dans un certain nombre de cas, ont évidemment des conséquences politiques et dont témoigne d'ailleurs la faiblesse, me semble-t-il, de l'antiracisme politique en France. Un certain nombre de catégories, notamment les catégories de racisme d'État, j'y reviendrai, la catégorie de racisés même, dont il faut rappeler quand même que contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, qu'elle n'est pas une catégorie forgée aux États-Unis par des activistes noirs et d'extrême gauche, que Colette Guillaumin, dans son livre de référence, qui est un texte qui demeure un très grand classique, je pense à l'idéologie raciste, publié en 1972, c'est-à-dire il y a seulement 50 ans, utilisait déjà la catégorie de racisés et la catégorie de racisation. Relativement à l'intersectionnalité, dont il faut rappeler là aussi qu'elle suscite chez certains, parmi les gauches politiques et chez certains intellectuels et chercheurs de gauche, des réactions particulièrement virulentes, préciser d'emblée, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, que la prise en compte du critère de race ne vise absolument pas, contrairement à ce qui est dit par certains de façon très polémique et outrageuse, il ne s'agit absolument pas de substituer les critères de race à des critères de classe, mais il s'agit bien de proposer des analyses combinant à la fois des critères sociaux, des critères de classe évidemment, et des critères ethno-raciaux, la méthode visant à faire en sorte de mettre au jour les conditions particulières d'exploitation et d'oppression qui sont faites à ceux qui appartiennent à la classe ouvrière, et qui, tout en appartenant à la classe ouvrière ou à d'autres classes d'ailleurs, sont, parce qu'ils sont racisés justement, victimes de discriminations singulières, à la fois des discriminations dans le travail, mais aussi évidemment des discriminations dans l'accès aux services publics, et bien sûr, j'y reviendrai, des discriminations relativement au comportement de la police. De ce point de vue-là, je ferai juste une comparaison très rapide. Aujourd'hui, il est parfaitement acquis parmi l'ensemble des gauches et ailleurs d'ailleurs aussi, qu'il est impératif de prendre les critères de genre pour pouvoir rendre compte au mieux de la situation des femmes et de mobiliser à la fois là aussi et là encore des critères de classe et des critères de genre pour mettre au jour justement le fait que les femmes sont à diplôme et expérience égale victimes de discriminations salariales très importantes et victimes également de discriminations professionnelles qui affectent l'ensemble de leur parcours salarial et professionnel justement, que ce qui est d'évidence pour les luttes contre les discriminations liées au genre ne sont absolument pas d'évidence pour les discriminations liées à des critères ethno-raciaux.
tout à fait singulier d'ailleurs, et je le cite à dessein, et certains parmi les dirigeants des gauches politiques feraient bien de s'en inspirer. Je pense en particulier au dernier rapport publié par Jacques Toubon, défenseur des droits, le rapport intitulé Discrimination et origine, dans le rapport dans lequel Jacques Toubon, dont on aura du mal à faire croire qu'il est un islamo-gauchiste, estime absolument indispensable, justement pour avoir une connaissance aussi complète et précise que possible des discriminations liées aux origines, de déployer une méthode justement intersectionnelle. Sur la question du racisme d'État et d'un racisme d'État qui a prospéré sous 3 républiques et dont il faut dire aussi qu'il est un racisme républicain, je vais prendre ce premier exemple qui est celui de la romanophobie. Les premières lois romanophobes datent du 16 juillet 1912, date à laquelle les dirigeants de la Troisième République imposent, je vais le dire en ces termes, disons-le sans rentrer dans le détail, aux nomades français et étrangers, des dispositifs de contrôle tout à fait particuliers. Les nomades étrangers se voient imposer un carnet anthropométrique qui est l'application à ces populations, comme on dit à l'époque, d'un dispositif de contrôle et d'identification forgé à l'origine par celui qui est très célèbre à l'époque, qui s'appelle Bertillon, pour les criminels. Et on voit comment un dispositif d'exception, forgé pour des hommes et des femmes qui ont commis des crimes, est banalisé à des populations qui n'ont commis aucun délit ou aucun crime, mais qui sont identifiées à partir de critères ethno-raciaux. Quant aux nomades français, ils se voient imposer une carte d'identité, en précisant immédiatement que lorsque cette carte d'identité leur est imposée en 1912, la carte d'identité n'existe pas pour le reste des Français. Rappelez que la carte d'identité n'a été rendue obligatoire que par le gouvernement de Vichy. Cette obligation a été suspendue par la 4e République, qui l'a rétablie peu avant ou au tout début de la guerre d'Algérie. Ces 2 dispositifs vont fonctionner comme des dispositifs donc discriminatoires, imposés à des catégories perçues comme des catégories dangereuses, à qui on impute toute une série de caractéristiques évidemment négatives, infériorisation évidemment, et des caractéristiques qui tentent à faire croire que ces catégories font peser des menaces très importantes sur la sécurité des biens et des personnes. Et par ailleurs, c'est un grand classique des populations racisées, font peser des menaces sur la sécurité sanitaire, puisque les Roms sont supposés être des vecteurs de maladies contagieuses et potentiellement vecteurs d'épidémies, notamment tout ce qui a trait à la maladie des pauvres, mais pas uniquement, entre autres, la question de la tuberculose. L'ensemble débouche, outre ces 2 dispositifs discriminatoires, sur des atteintes très substantielles à la liberté de circulation. Et par ailleurs, comme et en dépit des critères ethno-raciaux qui leur sont imputés, dans les 2 cas, les Roms et les nomades français et étrangers ne sont pas immédiatement identifiables à partir de critères ethno-raciaux, la Troisième République ajoute ceci, que les véhicules utilisés par ces nomades français et étrangers doivent être porteurs d'une plaque d'immatriculation spécifique permettant leur identification à la fois par les forces de l'ordre et évidemment par les citoyens. Et pour que la chose soit très claire, cette plaque porte plus spécifiquement une indication, la loi du 16 juillet 1912, qui est donc la loi qui introduit ces 2 dispositifs discriminatoires. Les Roms et les nomades, qu'ils soient français ou étrangers, vont donc être soumis à ces dispositions tout au long de la Troisième République. Ces dispositions vont être durcies après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, puisque tous vont être assignés à résidence. Le régime de Vichy va ajouter à cela l'internement administratif dans des camps. Et il faut rappeler que la 4e République va mettre 1 an à libérer les nomades, notamment d'un camp créé par le régime de Vichy en zone occupée, qui est le camp de Montreuil-Bellay, où les nomades internés ne seront libérés qu'en 1946. Rétablissement des institutions républicaines, la 4e République qui vient d'inclure dans le préambule de la Constitution
la condamnation et la proscription évidemment liées à la destruction des Juifs d'Europe de toute discrimination, notamment liée à des critères ethno-raciaux, maintient l'intégralité des dispositions de la loi de 1912 qui traverse toute la 4e République et qui traverse une bonne partie de la 5e, puisqu'il faut attendre 1969 pour qu'une réforme soit introduite. Je dis bien une réforme. Certes, le carnet anthropométrique est supprimé, la carte d'identité également, et l'ensemble est remplacé par un permis de circulation et par ailleurs par des quotas qui permettent aux communes de refuser, à partir du moment où le quota est dépassé, de refuser l'installation des nomades sur leur territoire. Ce qui est au fond l'application politique et politico-juridique de ce pseudo-concept, au fond, de seuil de tolérance, à quoi s'ajoute, relativement aux nomades français, une discrimination politique exorbitante, puisque là, à l'époque où les Français qui changent de commune peuvent voter après 6 mois de résidence dans la commune dans laquelle ils viennent de s'installer, les nomades français ne peuvent voter dans la commune de leur choix qu'après 3 ans d'inscription stable. Le Conseil constitutionnel, en 2012, va enfin rendre une décision, à la demande d'ailleurs d'associations, des premiers concernés, une décision précisant ce qui est d'évidence pour un certain nombre de juristes et d'associations, que l'ensemble de ces dispositions, la réforme de 1969, porte atteinte à des droits et libertés fondamentaux, la liberté de circulation et à des droits politiques. Il faut attendre 2017, c'est-à-dire 5 ans supplémentaires, pour que l'ensemble de ces dispositions soient enfin abrogées. Nous sommes donc bien en présence d'une romanophobie d'État qui a parcouru, qui a persévéré, si je puis dire, pendant 3 républiques, la 3e, la 4e et une bonne partie de la 5e, et donc il est, dès lors qu'on admet qu'il s'agit bien d'une romanophobie d'État, alors il faut aussi admettre qu'il s'agit bien d'une forme singulière et spécifique de racisme d'État. N'ayons pas la naïveté de croire que l'abrogation de ces dispositions discriminatoires ait entraîné la disparition de la romanophobie, puisque Manuel Valls, en tant que ministre de l'Intérieur sous le quinquennat de François Hollande, puis en tant que Premier ministre, a, comme beaucoup de ses prédécesseurs d'ailleurs, et de ses successeurs aujourd'hui, poursuivi une politique romanophobe, une politique publique romanophobe, particulièrement violente à l'endroit des personnes concernées, qui subissent, faut-il le dire, je pense, les pires violences, à la fois policières, sociales, symboliques, et d'autant plus qu'il y a, relativement à cette romanophobie d'État et faite politique publique, un très grand consensus qui court encore une fois des extrêmes droites jusqu'à une partie du personnel politique, soit du Parti socialiste passé, soit de ses dirigeants actuels. Et que par ailleurs, ces politiques de précarisation des populations roms n'affectent pas simplement les parents, mais affectent aussi les enfants et affectent un droit fondamental des enfants, sanctionné par des conventions internationales et européennes, à savoir le fait que les enfants doivent pouvoir disposer d'une scolarisation stable, ce qui est évidemment remis en cause par ce type de politique publique. Par ailleurs, et je finirai sur ce point, les minorités roms en Europe et en France sont sans doute la seule minorité qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ait fait l'objet de la politique nationale-socialiste de destruction, de génocide, puisqu'il faut rappeler que dans certains pays occupés par l'Allemagne nazie, les communautés roms ont été détruites, c'est le cas en Autriche à 90%. La quasi-totalité des villages roms en Autriche ont été anéantis. Autant la destruction des Juifs d'Europe a, selon des rythmes variables, et évidemment selon les conjonctures et les pays, fini par disqualifier de façon radicale l'antisémitisme, autant la destruction des Roms d'Europe n'a eu strictement aucune conséquence sur la romanophobie de l'après-guerre et la romanophobie aujourd'hui mise en œuvre par un certain nombre de gouvernements de l'Union européenne et par la France. Donc, de ce point de vue-là, il me semblerait que les gauches politiques, syndicales et associatives
dans le contexte qui est le nôtre, devrait mettre ces questions-là au plus haut de l'agenda politique. Et en ces matières, j'y reviendrai, on ne peut pas se contenter d'interventions intermittentes parce que les politiques romanophobes et les discriminations qu'ils subissent, elles ne sont évidemment pas intermittentes. Ne sont pas intermittentes non plus les discriminations subies par les jeunes racisés des quartiers populaires en matière de violence policière et de contrôle aux faciès. Rappelez que la chose est parfaitement objectivée et objectivée depuis maintenant longtemps par une enquête menée par Fabien Jobard et Laurent Lévy, enquête menée par ces deux chercheurs du CNRS à Paris, dans la région parisienne auprès des forces de l'ordre, enquête financée par la fondation Soros, Open Society, dont là aussi et là encore on aura du mal à faire croire qu'elle est une fondation islamo-gauchiste, et qui a permis d'objectiver ceci, enquête de terrain auprès des forces de l'ordre, qu'à Paris, dans la région parisienne, les personnes identifiées comme étant un type maghrébin ou noir ont une probabilité d'être contrôlées par les forces de l'ordre entre 6 et 8 fois supérieure aux personnes identifiées comme étant de type européen. Cette enquête n'a fait l'objet d'aucune critique et remise en cause radicale par les gouvernements et les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Elle est reprise, cette enquête, par plusieurs institutions administratives indépendantes françaises, la Commission ainsi que par un certain nombre d'institutions européennes et par le comité de l'ONU contre les discriminations, j'y reviendrai. Et cette enquête n'a strictement rien changé aux politiques publiques qui sont encore aujourd'hui menées. Un certain nombre de personnes racisées, victimes de ces contrôles aux faciès, ont décidé de porter ces contrôles et de saisir la justice par deux fois. Je vais revenir très rapidement sur deux arrêts qui me paraissent absolument fondamentaux sur ce point. Le premier arrêt est un arrêt de la Cour de cassation de 2016, ce qui veut dire que c'est un arrêt définitif. Les plaignants font état effectivement d'un contrôle qu'ils ont subi qui est identifié, analysé comme étant un contrôle aux faciès, un contrôle discriminatoire. Qui est condamné par la Cour de cassation? Ce ne sont pas les policiers qui sont condamnés, ce ne sont pas les fonctionnaires de police, puisque ces fonctionnaires de police ont obéi à des consignes écrites ou non écrites et sont en fait des fonctionnaires qui appliquent encore une fois une politique publique. Ils n'ont pas commis de faute. Il ne s'agit pas, à la différence d'une bavure, d'un usage disproportionné de la force en violation des règles de l'usage de cette force et en considération du fait que cet usage de la force aurait été illégitime dans ce cas. Ce ne sont donc pas eux qui sont sanctionnés, c'est l'État, écrit la Cour de cassation et qui précise pour faute lourde. Parce qu'en dernière analyse, estime la Cour de cassation, c'est bien l'État qui est responsable de cette politique de contrôle aux faciès et c'est bien l'État qui est responsable. J'estime, même si évidemment la Cour de cassation n'emploie pas le terme, j'estime qu'au regard de cet arrêt, nous sommes parfaitement légitimes à considérer relativement au contrôle aux faciès qu'il ne s'agit pas simplement d'un racisme institutionnel, c'est-à-dire d'un racisme de l'institution policière, il s'agit aussi d'un racisme d'État qui permet de comprendre que le racisme de l'institution policière puisse effectivement perdurer et être au fond considéré comme normal. Le deuxième arrêt est un arrêt plus récent de la Cour d'appel de Paris de 2021. Je rappelle brièvement les faits. Une professeure d'un lycée du 9-3, comme on dit, décide d'emmener sa classe en visite à Bruxelles et notamment au Parlement européen. Retour à Paris, gare du Nord, l'ensemble de la classe descend du train sur le quai, les policiers cernent l'ensemble et font le tri, arrêtent un certain nombre de lycéens sur des critères ethno-raciaux, contrôle d'identité, fouille corporelle et fouille des bagages. Ces lycéens vont porter plainte. La Cour d'appel rend également un arrêt extrêmement précis relativement aux faits et, comme la Cour de cassation précédemment,
estime qu'il s'agit là de discrimination extrêmement grave et condamne, pardonnez-moi, une fois encore, l'État pour faute lourde. Ce qui veut dire ceci: l'État aujourd'hui, relativement au contrôle au faciès, est en situation de récidive. Ce qui pose, me semble-t-il, un assez gros problème relativement à ceux qui vantent un peu facilement et parfois aveuglément les louanges de l'état de droit, parce que ça veut donc dire que nous sommes aujourd'hui en France dans une situation où l'État français a été condamné par 2 fois pour ses contrôles au faciès, mais où il persévère dans cette voie sans, au fond, qu'aucune institution judiciaire, y compris la plus haute, ne soit capable de mettre un terme à cette politique. Autrement dit, ce qui l'emporte là, c'est la raison d'État qui, en l'occurrence, et plus exactement et plus précisément, doit être analysée comme une raison de police, c'est-à-dire une raison de police qui parvient effectivement à imposer sa raison, dans la mesure où, effectivement, hélas, et de plus en plus, les ministres de l'Intérieur sont à proprement parler moins des ministres de l'Intérieur que quasiment des représentants syndicaux des syndicats de police et en général des plus ultras. Racisme d'État, donc, toujours, qui évidemment pose toute une série de problèmes. Et rappelez que sur ce point là aussi, là encore, Jacques Toubon, dans le dernier rapport en tant que défenseur des droits qu'il a rendu public, estime qu'il s'agit de discriminations extrêmement graves qui ont des conséquences particulièrement importantes sur les personnes contrôlées, qui contribuent effectivement non à leur humiliation, qui contribuent à en faire des Français, non pas à part entière, mais des Français à part, soumis au fond à ce qu'on pourrait considérer comme une forme d'état d'exception qui n'est pas déclaré, qui n'a pas à proprement parler de base légale, mais qui expose ces jeunes racisés non pas seulement à des contrôles au faciès, non pas seulement souvent à des insultes, non pas seulement à des violences physiques, langagières et symboliques, mais qui les expose aussi à des atteintes à une liberté fondamentale qui est la liberté de circulation, parce qu'on sait bien dans la région parisienne, entre autres, et ailleurs, que la multiplication des contrôles d'identité n'a pas pour but de s'assurer de l'identité de la personne contrôlée, pour la bonne et simple raison qu'en général, elle a déjà été contrôlée et le fonctionnaire de police qui la contrôle la connaît déjà. Autrement dit, il s'agit, comme cela a été analysé, d'une procédure, d'une pratique, au fond, de dégradation politique et symbolique, et qui vise à faire en sorte à assigner les jeunes racisés dans les quartiers et aux quartiers dans lesquels ils vivent, et à les dissuader de se rendre à Paris dans la capitale, parce que globalement, et c'est ce que démontre l'enquête, sortir de la gare du Nord, si vous êtes un jeune racisé, que vous portez casquette, jean ou survêtements et baskets, et que vous êtes à 3, 5 ou 10, la probabilité que vous sortiez de la gare du Nord sans être contrôlé est infime. Enfin, je voudrais signaler ceci. Relativement à l'islamophobie, et sans rentrer là dans le débat sur la catégorie, qui, faut-il le rappeler, là aussi et là encore, divise très profondément les gauches politiques, syndicales et associatives, et indépendamment de cela, on y reviendra peut-être dans le débat, revenir et dire quelques mots, plus que cela, et d'ailleurs, sur la loi contre le séparatisme, dont il faut rappeler qu'à l'origine, elle s'appelait ainsi, ce qui, sans doute, assez rapidement n'a pas échappé aux communicants affairés de Matignon, de l'Élysée et de la place Beauvau. C'est le b.a.-ba de la communication politique que de dire les choses non pas négativement, mais positivement. C'est pourquoi cette loi contre le séparatisme a été rapidement baptisée d'un autre nom, loi pour le renforcement des principes républicains. Dit ainsi, c'est évidemment beaucoup plus beau, beaucoup plus conforme à la grande mythologie nationale républicaine de ce pays et évidemment beaucoup plus susceptible d'avoir et d'obtenir un certain nombre de soutiens relativement larges. Rappelez quel est le point de départ de cette loi. C'est le terrible attentat terroriste perpétré contre Samuel Paty, qui va être le prétexte de cette énième loi
contre ceux qui sont là tout à fait explicitement visés au départ. Loi caractérisée par certains, et j'en suis, comme étant l'expression, certes féminisée, mais néanmoins réelle, d'une islamophobie d'État. La première de ces conséquences de l'application de la loi a été la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France. Quelques précisions sur ce collectif. On peut ou pas en partager les analyses, en totalité ou en partie. On peut être critique vis-à-vis de certaines de ces analyses. Il n'en reste pas moins que le CCIF était à l'origine d'un certain nombre d'enquêtes et de rapports, pour la bonne et simple raison qu'il a soutenu des hommes et des femmes identifiés comme, à tort ou à raison comme musulmans, et qu'il a soutenu les actions de celles et ceux qui estimaient être l'objet de discrimination. Que ces rapports et ces enquêtes ont été utilisés par les institutions européennes et ont été utilisés également par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc le CCIF avait, le moins qu'on puisse dire, non pas seulement pignon sur rue dans l'Hexagone, mais pignon également sur rue au sein de l'Union européenne et de l'ONU. La dissolution a été prononcée. Le Conseil d'État a validé sa dissolution puisqu'il a été saisi. Je conçois que la lecture des arrêts du Conseil d'État ne soit pas une lecture particulièrement exaltante. Il n'en reste pas moins que sur ce point, elle est tout à fait intéressante, quoiqu'elle soit terrible. Je vous passe les détails des premiers considérants pour m'en rédigé en des termes très clairs par ce qu'on appelle les sages du Palais Royal et qui vise à légitimer la décision prise par le gouvernement à l'initiative de Gérald Darmanin. Quels sont les motifs invoqués par le Conseil d'État pour justifier cette dissolution? Ce sont les propos imputés aux dirigeants du CCIF, parmi lesquels ces propos ou ces dirigeants auraient tenu les propos suivants à l'endroit de la France et de l'État, considérant que l'État français était un État islamophobe. Et les sages du Conseil d'État poursuivent en considérant, en rappelant que un certain nombre d'expressions ou de vocables jugés par eux peu amènes à l'endroit des institutions républicaines et de l'État français. Autrement dit, cette dissolution est légitimée par le Conseil d'État non pas en raison de ce que les dirigeants du CCIF ont fait, mais en raison des seuls et uniques propos qu'ils ont tenus. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ces propos, ils relèvent, quelle qu'en soit la teneur, de la liberté d'expression. Je rappelle, contrairement à ce qui a été dit aussi par une certaine presse et Gérald Darmanin en particulier, que jamais aucun des dirigeants du CCIF n'a été ni poursuivi ni condamné par la justice pour des propos tendant à ou susceptibles d'être assimilés à des propos haineux et tendant à alimenter la haine raciale et moins encore pour des propos antisémites. Jusqu'à présent informé, c'est sous la Ve République, c'est je crois la première fois qu'une association est donc dissoute, non pas pour, encore une fois, les actions de ses dirigeants, mais dissoute pour les propos de ces dirigeants. Et cela crée évidemment un précédent extrêmement grave, parce que cela veut dire que les gouvernements, ce gouvernement et d'autres, s'appuyant sur d'autres majorités, pourront évidemment s'appuyer sur la dissolution du CCIF pour prononcer la dissolution d'autres associations. Je rappelle qu'à la suite de la dissolution du CCIF, un certain nombre d'associations, la LDH, le MRAP, le GISTI, ont signé une déclaration commune condamnant cette dissolution. Hélas, là aussi et là encore, les principales directions des gauches politiques ont été relativement, pour ne pas dire singulièrement, absentes. Et rappelez que ce que je viens de dire relativement au précédent créé par la dissolution du CCIF ne doit pas être conjugué au futur. La loi contre le séparatisme a été utilisée
pour prononcer la dissolution d'autres associations d'origine musulmane, et que par ailleurs, plus récemment, un préfet a, en s'appuyant sur la loi contre le séparatisme, exigé que des subventions municipales accordées à une association qui organise des stages non violents, Alternativa, que ces subventions municipales ne soient pas accordées au motif que cette association, du point de vue du préfet, relevait donc est tombée sous le coup de la loi contre le séparatisme. Et on voit donc à travers ces différents exemples comment une loi visant une catégorie particulière de Français et d'étrangers résidant en France est une loi qui, effectivement, eu égard aux usages qui en sont aujourd'hui faits par la majorité en place, est une loi profondément liberticide et qui porte atteinte à des droits et libertés fondamentaux, et notamment la liberté d'association. Je finirai sur ce point pour rappeler, puisque il s'agit d'un communiqué du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU, qui a été rendu public hier par le journal Le Monde, communiqué dans lequel l'ONU, donc ce comité spécifique et ad hoc, interpelle la France, comme on dit, et plus spécifiquement l'État français et les autorités françaises, d'une part, en raison de la gravité des discours racistes, non pas seulement tenus parmi la population, entre guillemets, mais ajoute ce comité ad hoc par des responsables politiques, et propos racistes à l'endroit de certaines catégories non raciales, et ajoute le comité également à l'endroit des Roms. Par ailleurs, ce même comité attire de nouveau, parce que ce n'est pas la première fois, l'attention des autorités françaises sur, d'une part, les contrôles au faciès et d'autre part, l'usage réitéré par les forces de police de violences disproportionnées et ajoute le même comité de propos racistes à l'endroit des populations concernées. Ceci pour dire que relativement à la situation française, relativement à la situation des pouvoirs publics, relativement aux politiques publiques, relativement à l'institution policière, nous, le nous étant un nous collectif, nous disposons, et depuis longtemps, de toute une série d'enquêtes particulièrement probantes, menées à la fois par des chercheurs du CNRS et d'enquêtes menées, encore une fois, par des institutions administratives indépendantes, la Commission consultative nationale des droits de l'homme, qui a rappelé à plusieurs reprises la situation des populations racisées, le défenseur des droits, qui a rappelé à plusieurs reprises la situation des populations racisées et qui a rappelé dans son dernier rapport, excusez-moi d'y insister lourdement, qui a interpellé lui aussi les autorités publiques, les pouvoirs publics, à faire de la lutte contre les discriminations un axe politique absolument majeur. Et je finirai sur ce point. Je pense que, eu égard à l'ensemble de ces éléments parfaitement objectivés, parfaitement connus, ce ne sont pas seulement les autorités publiques et les pouvoirs publics qui doivent être interpellés. J'ai la faiblesse de croire que ce sont aussi les directions politiques d'une partie des gauches politiques, syndicales et associatives qui doivent être interpellées pour qu'elles aussi placent au plus haut de leur agenda politique ces luttes contre les discriminations, ces luttes contre les conséquences de ces discriminations, ces luttes contre la romonophobie, parce que, encore une fois, ce n'est pas en se mobilisant de temps à autre et de façon intermittente et épisodique que l'on pourra non seulement lutter contre ces discriminations, mais qu'il sera possible, même si je ne suis pas naïf et que je pense que la route va être très longue, que la pente est très raide, parce que nous avons subi toute une série de défaites politiques, culturelles, juridiques extrêmement importantes, que les résistances seront très longues, mais que, encore une fois, parce que ces discriminations ne sont pas intermittentes, les réponses que les gauches politiques, syndicales et associatives doivent être à la hauteur, c'est-à-dire ne doivent pas être intermittentes, mais qu'encore une fois, il faut s'atteler à ces questions de façon systématique, en intégrant
la question des discriminations liées aux origines, au combat pour la défense du service public, au combat pour la défense des hôpitaux, au combat pour la défense de l'école, au combat pour la défense des services publics dans les universités, et enfin aussi, évidemment, au combat pour la défense des droits et libertés démocratiques, parce que, hélas, nous sommes aujourd'hui en France dans un contexte où, de nouveau, la question de la défense des droits et libertés démocratiques fondamentaux doit effectivement être placée au plus haut de l'agenda politique, eu égard aux politiques publiques menées, la loi contre les séparatistes, mais au-delà de cela, également aussi, ce n'est pas simplement les dispositions juridiques qui sont évidemment en cause, ce sont aussi des pratiques policières, celles qui ont d'ailleurs été expérimentées d'abord dans les quartiers populaires, dans ces quartiers populaires où, selon les termes délicatement euphémisés des forces de l'ordre et de langage officiel, ont commencé par être utilisées d'abord des armes dites sublétales, notamment ce qui est aujourd'hui bien connu de tous les manifestants, qu'ils soient racisés ou pas, et en particulier des Gilets jaunes, évidemment le LBD, et avant que justement ces dispositifs répressifs d'exception soient généralisés, et que les forces de l'ordre, les forces de police, la gendarmerie, par leurs pratiques, et là aussi il s'agit de la résultante de politiques publiques menées, cherchent et parviennent effectivement à instiller la peur, l'objectif étant de dissuader au maximum celles et ceux qui sont concernés par les manifestations, et quelle que soit leur nationalité, de participer aux dites manifestations. Celui qui dit ça, celui qui constate cela, ce ne sont pas seulement des juristes d'associations je fais référence là à un petit opuscule qui s'appelle Sans la liberté, qui est un opuscule et un travail de synthèse absolument remarquable, à la fois du point de vue de l'analyse du droit positif, des conceptions qui portent ce droit positif, sur la régression des droits et libertés démocratiques en France au cours de ces 20 dernières années, initiée sous Nicolas Sarkozy, poursuivie sous le quinquennat de François Hollande et aujourd'hui poursuivie encore. L'auteur de ce texte, cet opuscule, une trentaine de pages, n'est autre que François Sureau, avocat, ancien membre du Conseil d'État, aujourd'hui élu à l'Académie française, et qui, c'est ce qui se dit, est, paraît-il, un conseiller ou un visiteur du soir d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et qui, dans ce texte, rappelle effectivement l'ensemble des pratiques policières qui débouchent, estime-t-il, sur une remise en cause très substantielle de la liberté de manifester. Et il pointe ceci, qui est une caractéristique française, en rappelant que, sans doute, en Europe et au sein de l'UE, les forces de gendarmerie comme les forces de police sont les seules à pouvoir, y compris pour des contrôles d'identité et au cours de manifestations parfaitement pacifiques, à pouvoir exhiber des armes de guerre et des fusils d'assaut, ce qui, dans aucun autre pays démocratique de l'Union européenne, n'est autorisé. Et si je fais particulièrement référence à François Sureau, c'est que autant nous, le nous étant évidemment un nous collectif, avons des divergences absolument radicales avec les orientations économiques et sociales défendues par François Sureau, qui est très libéral sur ce terrain-là, mais qui est aussi, et ce n'est qu'un paradoxe apparent, également très libéral en matière de droits et libertés fondamentaux, et qui dresse encore une fois un bilan absolument accablant des droits et libertés fondamentaux dans ce pays. L'ensemble, encore une fois, je pense et j'estime devant être à l'origine de révisions significatives de ce qui doit être aujourd'hui défendu quotidiennement, encore une fois, par les forces politiques des gauches politiques associatives et syndicales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour ta contribution. J'ai envie de provoquer un petit peu l'autre Olivier qui est dans la salle, Olivier Joulin, qui est membre du syndicat de la magistrature. Est-ce que tu pourrais nous soit commenter ou soit faire écho, je dirais, tu nous as évoqué d'ailleurs ce matin un certain nombre de choses qui vont dans le sens... Bonjour Olivier. Donc,
Bonjour. Oui, alors, le syndicat de la magistrature, depuis un moment, a signalé, il y a eu plusieurs ouvrages. Il y a notamment un ouvrage qui s'appelle Vos papiers, il y a eu Que faire contre la police en cas de contrôle d'identité, le guide du manifestant, un certain nombre d'ouvrages. On a participé également à la réflexion sur les testings faits en matière de contrôle d'identité. Et le syndicat des magistratures a demandé à ce qu'au moins soit donné à celui qui était contrôlé un ticket de contrôle, de façon à ce qu'on montre et on démontre que c'est toujours les mêmes qui sont contrôlés. Moi, j'habitais le 9-3 quand j'étais jeune avec les cheveux longs. Je me faisais contrôler parfois 3 fois dans la journée par les mêmes policiers. J'ai encore la peau relativement claire. Et c'est encore pire pour mes camarades plus foncés. Et ça persiste. Ça persiste d'autant plus que je ne suis pas sûr que ce soit simplement une question d'État. C'est plutôt une question d'État policier et de porosité dans la police des idées de l'extrême droite, quand même. Donc d'une posture adoptée par un certain nombre de personnels de la police. Sur les étrangers, le contrôle d'identité, il a une utilité. C'est le système de la chasse à l'étranger, que j'évoquais ce matin, qui consiste à répondre à des quotas pour, on se souvient de Nicolas Sarkozy tensant les préfets qui n'avaient pas interpellé suffisamment d'étrangers, il y avait une espèce de tableau d'honneur ou un tableau de déshonneur, et le préfet qui n'arrêtait pas suffisamment d'étrangers, il était susceptible de perdre son poste. Donc il y a eu sans doute de la part de l'État une telle volonté et cette gesticulation en matière de droit des étrangers où on est sans arrêt en train de renforcer les contraintes, donc les contrôles, donc les places de rétention administrative, sans pouvoir effectivement réaliser le saint graal de la reconduite effective à la frontière, parce qu'en réalité, la reconduite à la frontière est la plupart du temps pas possible, soit parce que aucune nation ne reconnaît l'étranger, soit parce que celui-ci a une raison légitime de demeurer sur le territoire, soit parce qu'il peut bénéficier d'un asile, enfin, des conditions très restrictives maintenant pour l'obtention d'un tel. Voilà, donc pour le CIS, je pense que le syndicat de la magistrature n'est pas intervenu à la procédure devant le Conseil d'État, en annulation de la décision d'interdiction, pour des motifs qui ont tenu à une réunion de notre Conseil. Je pense que la motivation du Conseil d'État sur certaines attitudes de dirigeants de cette association était quand même relativement nourrie. Enfin bon, c'est une opinion personnelle, et puis je parle de mémoire, ça mériterait d'être mieux documenté. Olivier? Oui, l'autre. Olivier Legrand. Non, vas-y. Olivier. Non, mais si quelqu'un d'autre veut intervenir, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Dialoguer, hein. Ça ne se bouscule pas. Non, simplement quelques remarques. Je souscris pour l'essentiel à ce qui a été dit. Relativement à la police, comme je reprendrai cette phrase d'un spécialiste sociologue de l'institution policière qui dit « On n'entre pas dans la police parce qu'on est raciste, mais on devient raciste parce qu'on est dans la police ». Parce que effectivement, d'une part, il y a la porosité, la pénétration, comme cela a été dit, des idées de l'extrême droite, parce que cela est lié aussi aux politiques publiques, et que dès lors que les fonctionnaires de police ont assumé une politique publique qui fait du contrôle au faciès un élément absolument essentiel de leur fonction, cela ne peut que contribuer effectivement à favoriser non pas seulement des comportements objectivement racistes, mais également les représentations qui vont avec. Et de ce point de vue-là, le fait que les ministres de l'Intérieur successifs et les gouvernements auxquels ils appartiennent, et donc les chefs d'État qui cautionnent l'ensemble, et de ce point de vue-là, leur responsabilité, là aussi, est absolument écrasante
dans l'involution de la situation de l'institution policière et des comportements des fonctionnaires. Sur les étrangers et le contrôle et la multiplication des contrôles faciès et le sort fait aux migrants, je voudrais rajouter quelque chose sur le sort fait aux réfugiés. Parce que là aussi, et là encore, il me semble que la démonstration est catastrophique et significative de l'évolution de la situation politique de ce pays. Relativement aux réfugiés ukrainiens, faut-il le rappeler, ces réfugiés ukrainiens ont bénéficié d'une procédure, la protection temporaire, qui est une procédure exorbitante, exceptionnelle, relativement à la procédure commune de l'asile. Que la protection temporaire a été pensée après les terribles conséquences de la guerre civile qui éclate en Yougoslavie. Et la protection temporaire donc devient en 2001 au principe de disposition européenne, l'objectif étant d'une part de mettre en place un dispositif de protection temporaire dans le cas où affluerait un nombre très important de réfugiés, soit que cet afflux est déjà là, si je puis dire, soit qu'il est très prévisible. Et par ailleurs, au-delà de cela, il s'agit de mettre en place au sein des États de l'Union européenne des mécanismes de solidarité permettant la prise en charge de ces réfugiés. Et le texte de l'Union est très clair, il s'agit d'afflux massifs. Rappelez que cette procédure de la protection temporaire n'a été mise en place que pour les réfugiés temporaires, que pour les réfugiés ukrainiens. Alors, même que l'étrangère également en Syrie a provoqué les migrations, le départ de réfugiés qui est sans doute le départ le plus important de ces dernières années, dans l'absence qui se passe évidemment en Ukraine. Pour les réfugiés syriens, cette protection temporaire n'a jamais été mise en œuvre. Pour les réfugiés ukrainiens, elle a été mise en œuvre. Et elle a été mise en œuvre et cette justification a été motivée par des discours stupéfiants tenus par celles et ceux qui, par ailleurs, vomissent les réfugiés lorsqu'ils n'ont pas l'heure d'avoir le teint clair et éventuellement les cheveux blonds et les yeux bleus, les mêmes qui traquent les demandeurs d'asile lorsqu'ils viennent des Suds, se sont tout à coup découvert un grand amour pour les prétendues traditions d'accueil de la France. C'est le cas notamment de Louis Alliot, maire RN de Perpignan, qui relativement aux Ukrainiens a dit, je cite de mémoire, et je ne trahis ni la lettre ni l'esprit de sa citation, on lui demandait quelle était sa position relativement aux Ukrainiens, aux réfugiés ukrainiens, il a répondu ceci, patriotes de tous les pays, unissez-vous. Autrement dit, pour lui, comme pour la délégation du Rassemblement national, comme pour les Républicains, comme d'ailleurs pour les membres de ce gouvernement, il allait de soi que relativement aux réfugiés ukrainiens, il fallait effectivement mettre en œuvre la protection temporaire. Et je ne le regrette pas. Ce que je regrette évidemment, c'est que cette protection n'ait pas été mise en œuvre pour d'autres réfugiés. Je rappelle que cette protection est exorbitante de la procédure de l'asile, d'une part parce qu'elle permet à ceux qui en bénéficient de disposer immédiatement d'un titre de séjour, de travailler, de toucher des allocations, de bénéficier de cours de français, là où la procédure normale de l'asile suppose de passer d'une part devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si le requérant n'a pas le droit d'asile, il peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, l'ensemble de la procédure pouvant prendre 2 ans et demi, 3 ans. Si dans le meilleur des cas, le requérant obtient le droit d'asile, il lui faut encore, eu égard aux exigences exorbitantes de l'administration française, mettre parfois jusqu'à 2 ans pour obtenir un regroupement familial, alors même qu'il s'agit d'un droit fondamental, alors même que dans le cas des réfugiés ukrainiens qui bénéficient de la protection temporaire, ce regroupement familial est désormais très facilement possible. Et donc on a là la démonstration que les prétendues traditions d'accueil ne reposent pas sur des textes, mais reposent d'abord et avant tout sur des considérations ethno-raciales. Il y a d'un côté effectivement des bons demandeurs d'asile qui sont immédiatement identifiés comme des parce que européens,
et les mauvais, ceux qui viennent des Suds, ceux qu'on peut continuer de traquer et ceux contre lesquels, effectivement, ce gouvernement s'apprête de nouveau à déposer un projet de loi qui va évidemment rendre cette procédure de la demande d'asile plus difficile et plus difficilement accessible, évidemment. Là aussi, et là encore, il me semble que les gauches politiques, syndicales, associatives seraient bien inspirées de mettre ces questions-là au plus haut de l'agenda politique, puisque les débats qui, sur ce énième projet, vont débuter au cours du mois de janvier 2023, c'est-à-dire dans quelques semaines. Merci Olivier. Merci. On va s'arrêter là et le débat n'est pas clos. Hein. Je trouve que les interpellations que tu as faites sont tout à fait justifiées. Et je te remercie beaucoup pour ta contribution. Si tu as envie de nous faire parvenir un texte complémentaire par écrit, tu le fais. Si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à discuter et à échanger. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ces sujets qui nous sont chers, le nous étant aussi un nous collectif. Bonne continuation pour vos travaux. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.